Alors, je vous présente quatre, en fait, à notre séance d'aujourd'hui, c'est-à-dire notre séance qui s'intitule Bouger à travers la douleur complexe. Et je vous présente Kat Dikiakos. Bonjour. Oui, Dikiakos, vous pouvez dire. Alors, on m'appelle Kat. J'espère que ce sera plus facile à dire. Merci de m'avoir invité. Je ne vois pas ma présentation. Alors, oui, bonjour. Merci de m'avoir invité. Je vais parler aussi de En fait, je suis ergothérapeute, j'habite à Vancouver. Et bon, je me suis dit que c'était pas d'un grand intérêt pour les gens. Hum, et je suis également dans un épisode de grande douleur. Alors, une conférence s'appelle Bouger à travers la douleur complexe. Je suis certaine que vous également vivez des choses semblables. Alors, on va afficher la prochaine page. Je suis sur le territoire des Salish de la côte, qu'on appelle aujourd'hui Vancouver. J'habite à Kitsilano, territoire traditionnel des Squamish, Tsleil-Waututh et Musqueam. C'est un plaisir que de vivre, travailler et jouer ici. Alors, si vous ne savez pas sur quel territoire traditionnel vous habitez, eh bien, je vous invite à vous informer sur cet état de choses. Alors, je vais vous parler de ma carrière. Et ensuite, on va parler de ma vie personnelle. Ensuite, on va faire un peu de méditation. On va faire des mouvements et ensuite, on va avoir des discussions. Et j'espère que ça convient à tout le monde. Alors, n'hésitez pas à bouger autant que vous voulez. Je ne suis pas une grande fan de l'immobilisme. Je suis ergothérapeute. Je vis et je travaille ici à Vancouver, mais je j'exerce ma pratique en Alberta, Ontario et à Tallahassee, en Colombie-Britannique. Pendant la pandémie, j'ai eu le privilège de faire ma pratique à Terre-Neuve et en Nouvelle-Écosse, parce que j'étais la seule ergothérapeute dans ces régions. J'ai eu une entreprise qui s'appelle Are You Better Yet? Alors, c'est ce que je demandais aux gens qui vivaient avec la douleur quand je les voyais à chaque séance. Alors, je me suis dit, bon, j'allais appeler mon entreprise comme ça. J'ai lancé ma pratique en 2018 et j'ai commencé par offrir de la thérapie en ligne aux gens parce que je travaillais dans une clinique de soins à la douleur à Vancouver, euh, un grand hôpital ici à Vancouver, mais faire de longues journées de travail, c'était dur sur mon corps et les gens se dépêchaient à venir à des rendez-vous, à leur rendez-vous ergothérapeutiques et je me suis dit qu'on pourrait se rencontrer en ligne. Alors les gens se dépêchaient, ils arrivaient en retard. Alors pour moi, le travail en ligne était tout désigné. Et ça a amélioré les choses pour moi parce que je souffrais de douleur et mes patients souffraient de douleur également. Alors, travailler en ligne comme ça a amélioré la chose pour eux et pour moi. Au fil des ans, j'ai traité beaucoup de cas de prestations d'assurance, aussi des cas privés, des patients privés. Et peut-être que vous connaissez cette réalité. La plupart des gens qui souffrent de douleur sont très performants. Et souvent, ils font trop de choses dans leur vie malgré la douleur. Alors, je voulais créer un espace pour les gens qui souffrent de douleur pour que ces gens puissent avoir une vie plus normale. Et avec le temps, on a commencé à travailler avec des professionnels de la santé, avec des patients qui avaient souffert d'une commotion cérébrale, et d'autres syndromes. Et moi, j'ai une sous-spécialité en santé des femmes ménopausées, préménopausées, postménopausées. Alors, j'adore ce que je fais et j'adore
voir ma compagnie, en fait, le progrès qu'a fait ma compagnie, elle s'est accru au fil des ans. Je suis mère de famille, j'ai un enfant de 2 ans et demi, 2 ans et demi, et je travaille avec Pain BC, qui est une organisation exceptionnelle. PNBC a un réseau qui m'aide à mentorer des professionnels de des soins de santé. Alors, je suis mentoresse pour des médecins et d'autres professionnels de santé qui veulent traiter leurs patients d'une façon plus efficace et meilleure. Je siège également au conseil d'administration d'un organisme qui est représenté à l'Association canadienne des ergothérapeutes et je siège également au conseil d'un organisme en santé mentale en Colombie-Britannique. Alors, quand j'étais petite, je ne savais pas c'était quoi être ergothérapeute. Je ne connaissais pas ça du tout. Ça ne m'intéressait pas. Mais j'ai grandi sans douleur. J'étais une danseuse. Je faisais des activités. Ma mère m'a inscrite à des activités très féminines quand j'étais petite. J'ai commencé le ballet quand j'avais 3 ans. J'aimais pas l'éducation physique au secondaire. Euh, en fait, je me concentrais beaucoup plus sur mes études. Et avant ma blessure, je pensais pas à mon corps. Quand j'y repense, je me dis, mon corps est exceptionnel. Il faisait tant de choses sans douleur. Et ça me réconforte. J'ai eu un accident de voiture à 22 ans et j'ai souffert plusieurs blessures dans cet accident. C'était la première fois que j'avais des blessures. Euh, je- Au début, bon, j'ai fait la réadaptation. J'ai fait ça avec mon médecin de famille qui était excellent. Mais ma famille et moi, on était un peu perdus après quelques mois où je me sentais pas mieux. Ma douleur empirait et c'est devenu en fait, on m'a diagnostiqué une douleur chronique. Personne ne me disait ce que c'était en réalité. Et je faisais des études de droit à l'époque. Et le domaine de la santé ne m'intéressait pas du tout. Et j'ai commencé à me renseigner sur la santé parce que j'étais très frustré par ma situation. Et à l'époque, en 2007, il y avait une liste d'attente de 2 ans pour voir un spécialiste. Alors, je me suis inscrite sur une liste d'attente et j'ai commencé à m'instruire sur la douleur euh, par mes propres moyens. Un des services de réadaptation qui était en fait, un des principaux services à l'époque, en 2007, en fait, il m'envoyait au gymnase, en musculation. Alors, j'allais faire de la musculation. Il m'envoyait faire de la musculation, c'est ce que je faisais, et j'avais l'air très en forme, mais ma douleur empirait. Et je me suis mis comme objectif de retourner au ballet, et mon corps a eu beaucoup de mal et j'ai fait beaucoup de réadaptation pour danser le ballet à un niveau inférieur à ce que j'avais fait précédemment. Et j'ai réussi. Et j'ai aussi commencé à faire du yoga à l'époque. Et en 2007, encore une fois, le yoga, c'était pas aussi à la mode qu'aujourd'hui. Et on en voit partout aujourd'hui. Mais je suivais un cours de yoga à Vancouver qui est maintenant Yoga City. Il y a 5 personnes dans le cours. Et quand il y avait 8 personnes qui ne savaient pas quoi faire ou s'installer pour faire le yoga, donc c'était tout petit. Alors j'allais là-bas, je me disais, je pensais que je devais faire de l'exercice physique. Et ce que j'ai découvert, en fait, c'est que j'ai appris des choses sur euh, euh, ma respiration, j'ai fait une introspection, j'ai appris qui j'étais par le yoga. Et ça m'a permis de me réadapter assez bien. Mais ça a pris 3 ans. Donc j'ai décidé de devenir ergothérapeute, ce qui est une toute autre aventure que le droit. Alors, je travaillais pour une entreprise de développement à l'époque, à temps plein. J'allais chez le physio, masseur, chiropraticien. Et je détestais mon emploi. Et j'ai même envisagé de devenir euh, chef cuisinière, en fait, pâtissière, oui. Et je travaillais beaucoup à l'époque. Je souffrais de douleur. Et je faisais comme tout le monde, j'essayais de m'en sortir. Et
j'envisageais de devenir pâtissière. Je me suis demandé si je voulais vraiment me lever à 14 du matin pour faire des pâtisseries. Et le cours de pâtisserie coûtait la même chose que le cours d'ergothérapeute. Alors, je me suis informé sur l'ergothérapie et je travaillais avec un entraîneur, une entraîneuse qui était très inspirante et elle me disait, elle me disait, tu sais beaucoup de choses sur la douleur, peut-être que ça devrait devenir ton emploi. Et j'ai dit non, je veux pas parler de douleur 24 heures sur 24. Et en fait, je me suis dit, si je deviens une experte en douleur, eh bien, ça pouvait m'aider moi-même. Et j'avais pas rencontré de praticien qui me parlait de ma douleur. La plupart des praticiens me disaient, bon, on va essayer de se débarrasser de la douleur. Et ensuite, ça fonctionnait pas. Des fois, pour certaines personnes, ça peut fonctionner, mais dans mon cas, ça n'a pas fonctionné. Alors, je me sentais encore pire et je commençais à penser qu'il y avait un problème avec mon corps. Alors, bref, décidé de devenir ergothérapeute par hasard. J'ai lu la description du cours et j'avais déjà appris certaines de ces choses. Donc, je me suis inscrite à UBC à Vancouver et j'ai commencé à apprendre l'anatomie, la physiologie et toutes les choses très intéressantes du corps. Et mon point de vue, c'était d'en apprendre davantage sur la douleur. Et n'ai jamais, je suis jamais revenu en arrière. À l'époque, j'ai étudié à temps plein et je travaillais à temps plein, mais ça allait très bien. Enfin, j'apprenais des choses qui me passionnaient. Et enfin, j'ai été reçu à l'école d'ergothérapie. En 2011, j'ai été frappé par une autre voiture. Cette fois-ci, c'était pas aussi grave que la première fois. J'ai souffert d'autres blessures, mais le contexte à l'époque, c'était que je me rendais à Las Vegas une semaine plus tard pour la graduation de ma sœur. Je savais quoi faire avec mon corps, massage, physiothérapie, donc je gérais la douleur de façon pratique. Alors j'ai commencé la réadaptation immédiatement. Je suis allé en vacances avec ma sœur. Je portais des talons hauts à Las Vegas. Et ensuite, je suis allé à l'école d'ergothérapie et j'ai quitté le Canada pour faire des études d'ergothérapie. Et à Vancouver, il pleut beaucoup, donc cet endroit était plus sec. Et je faisais de la course, je marchais dans la nature, je faisais du ballet. Je suis revenu au Canada en 2014. Et bref, j'ai eu 4 accidents supplémentaires. Alors, j'ai eu 6 accidents de voiture. Les 2 derniers accidents étaient assez graves et ont exigé beaucoup d'efforts de réadaptation. Et quand je repense à la douleur dont je souffrais dans ma vingtaine et celle dont je souffrais dans ma trentaine, c'est très différent. Et des fois, on pense que la douleur ne peut pas être pire et elle empire par la suite. Et des fois, on pense que ça peut être mieux et ça ne s'améliore pas. Alors, des fois, on pense que ça va jamais s'améliorer et ça s'améliore. Donc, à une époque, j'avais du mal à me nourrir, à manger. Donc, mes efforts de réadaptation étaient immenses. Mais j'étais déjà ergothérapeute lors de mes derniers accidents de la route. Alors, ça m'aidait dans ma réadaptation. Et je me suis dit, bon, peut-être que aller courir, ce sera plus un objectif. C'est pas ce que je visais. Et je voulais danser. Et c'est une des choses qui m'a fait voir la lumière au bout du tunnel. Alors même quand je souffrais de douleur en dansant, je me sentais comme si j'étais moi-même, je vivais ma vie. Alors je suis retourné à la danse et c'était pas ce que j'avais espéré. Euh, Au fil des ans, j'ai recommencé à danser 8 ou 9 mois. C'est pas comme si c'était merveilleux, je suis devenu très forte. Je pleurais. Souvent, je commençais à danser, ensuite j'annulais mes prochains rendez-vous. Le yoga, je sentais que c'était plus facile, plus sécuritaire. Et les exercices de respiration que je faisais au yoga m'ont permis euh, de reprendre du poil de la bête. Et en 2019, j'ai réussi à marcher un peu mieux. J'avais une blessure de la hanche assez grave. Euh, je me suis blessé gravement
hanche dans mes accidents de 2017-2018. Et j'avais 35 ans à cette époque quand je recommençais le ballet et je n'étais pas certain de pouvoir réussir. Et je suis allé au cours en me disant, ils vont rire de moi, personne ne veut que j'aille à ce cours. Alors, j'y suis allé, il y avait trois autres dames qui étaient en très bonne, très grande forme. Et j'avais du mal à monter les marches de l'escalier pour me rendre au studio. Et je me suis dit, bon, je suis pas là où je veux être, mais je suis heureuse d'être ici. Et le cours est excellent, la professeure est exceptionnelle. Et je me suis fait des amis dans ce cours. Et eux m'ont dit que ma présence leur donnait l'impression qu'ils étaient plus jeunes qu'ils l'étaient vraiment. Et ça, c'est bien. Alors, j'ai pu modifier bon nombre des exercices. Et il y a des tâches que j'avais du mal à faire. Et avec le temps, j'ai réussi à les faire. Et j'essaie pas d'être une ballerine de haut niveau à l'époque. J'essaie simplement de bouger mon corps et de retrouver un lien avec ces parties de mon corps qui avaient guéri d'une façon différente. Et j'ai trouvé beaucoup de joie dans le ballet. Je souffrais, j'avais de la douleur. Ma douleur n'a pas baissé au cours des premiers mois, mais je me sentais vraiment comme si j'étais moi-même parce que j'étais si heureuse que de retourner au ballet. Et ça m'a permis de me sentir bien dans ma peau. Alors même pendant la pandémie où tout a arrêté, j'avais enfin atteint un niveau où je peux faire 2 cours de ballet par semaine, ce qui est immense. Pendant la pandémie, tout était fermé. J'ai continué à faire du ballet chez moi. J'ai continué à faire du yoga. Ça m'a permis de me détendre. C'est quelque chose que je peux faire gratuitement avec mon corps. Et j'ai continué. Et je suis tombé enceinte en 2021, ce qui était une surprise, étant donné toutes les blessures que j'avais dans mon corps, toutes les choses qui se passaient dans mon corps. Et les praticiens pensaient que ce serait impossible. J'y avais pas pensé. Et j'ai réussi à continuer à danser pendant que j'étais enceinte. Et pour moi, c'était merveilleux. Et j'ai commencé à apprécier mon corps d'une façon différente. Et c'est là que j'ai compris que j'étais en train de guérir. Alors, j'ai encore du mal, j'ai encore de la douleur, mais mon corps fait plus de choses qu'il faisait avant. Et j'ai commencé à me concentrer sur les parties de mon corps qui étaient blessées. Et ça fait partie du processus de guérison. Alors, je, je donne beaucoup de pardon à ma jambe. Et je lui parle, je lui dis, d'accord, on va faire du ballet aujourd'hui. Ou parfois, elle me fait plus mal. Alors, je lui permets de se reposer davantage. Je lui pardonne ma douleur à ma jambe, c'est-à-dire. Et j'ai pris 70 livres dans ma grossesse. On recommande 20 livres, mais moi, ça a été 70. C'est la façon qu'a trouvé mon corps de gérer la grossesse. Et après avoir accouché, j'ai attrapé la COVID et j'ai eu un syndrome post-viral. Donc, au cours des dernières années, je gère une maladie ou un trouble inflammatoire des jointures. Mais on est en 2024 et les médicaments pour ce genre d'inflammation sont excellents. Alors, ça m'a permis de réduire le degré de douleur et c'est prévisible. Si la douleur se manifeste encore, je la sens encore. Mais au fil des ans, je sens que j'ai réussi à me sentir forte et à maintenir cette vision de forte, de rester forte dans tout ce que je fais. Et ça me donne une autre perspective de l'exercice. Donc, je suis allé un peu plus loin que ma diapo. Oui, la prochaine. Alors, si j'écrivais un livre, ça s'appellerait
La douleur, c'est de la merde, mais votre vie ne devrait pas être de la merde pour autant. Alors, ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, c'est que même s'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie, par exemple, euh, j'ai traité plus de 1000 personnes souffrant de douleurs chroniques au fil des ans. Et j'étais là, je me demandais si j'allais rencontrer quelqu'un qui avait subi 6 accidents de voiture, comme moi. J'ai eu une patiente qui avait subi 5 accidents de voiture. Elle m'a dit, incroyable, 5 accidents de voiture. Alors, elle se disait qu'elle avait jamais rencontré quelqu'un qui avait eu autant d'accidents de voiture. Je lui ai dit, ben, moi, j'en ai eu 6. Alors, même quand j'étais à l'hôpital, j'attendais de voir mes spécialistes. J'ai vu tous les spécialistes qui existaient. Et alors, ce qui est arrivé quand j'ai été traité pour en fait mes blessures après ces accidents de voiture, j'étais rendu une experte en ergothérapie, en réadaptation. Alors, souvent, les gens me référaient à moi-même, les professionnels de la santé me référaient à moi-même. J'étais une référence en gestion de la douleur et réadaptation. J'ai rencontré des professionnels exceptionnels. J'ai un excellent psychiatre, un rhumatologue hors pair. Je connais des chiropraticiens, physiothérapeutes de grande qualité, mais ça a été une période difficile. Et quand on me demande de parler d'exercice aujourd'hui, eh bien, ça me fait... En fait, je me sens bizarre parce que euh, faire de l'exercice peut vous redonner de la force et vous allez établir un lien avec plus étroit avec votre corps. Mais quand j'y pense, ce que je veux que vous sachiez et ce que je peux vous raconter sur ce que j'ai appris au cours des 20 dernières années à vivre avec de la douleur dans tout mon corps et beaucoup de blessures et, et tout ce qui s'est passé, c'est que ne ratez pas votre vie à cause de votre douleur. Il y a beaucoup de gens à qui j'ai parlé au fil des ans, et moi j'ai vécu ça également, qui ont si peur que les choses vont s'empirer qu'ils ne veulent rien faire. Ils ont peur d'empirer leur douleur. Donc, il y a un mariage qui va avoir lieu, vous êtes invité et vous dites, bon, je ne vais pas aller au mariage, je ne vais pas me faire l'idée que je vais aller au mariage parce que je vais passer une semaine au lit avant et je serai malade ou je vais avoir mal. Alors, il ne faut pas s'empêcher de vivre à cause de la douleur. Alors, vous pouvez toujours, malgré la douleur, faire des choses en fait, qui vous représentent, qui vous identifient, qui font que vous êtes vous-même, vous vivez votre propre vie. Et avec le temps, votre corps va s'adapter, va être capable d'en prendre davantage. Il y a énormément de choses qu'on peut faire dans notre vie, même lorsqu'on souffre de douleur. Et quand on ne peut même pas bouger, la respiration, c'est un mouvement toujours. C'est quand même un mouvement qu'on peut faire, c'est respirer. Alors même si vous êtes couché, vous pouvez bouger en respirant. Et ça compte. Marcher dans la maison, ça compte. Sortir les poubelles, ça compte. Euh, Marcher dehors quelques minutes, aller chercher de l'air frais. Et ça, c'est de l'exercice qui compte. Et à l'époque de mon premier accident, j'habitais chez mes parents. Et pendant longtemps, je ne travaillais pas, j'avais pas le temps ni l'argent d'aller à des cours ou faire des choses intéressantes, ce que j'ai commencé à faire plus tard. Mais surtout grâce à ce que je fais maintenant, j'ai réussi à bâtir une entreprise où je peux travailler à temps partiel. Les journées complètes, sont mauvaises pour mon corps, je me sens très mal. Alors, je ne peux pas travailler de longues heures d'affilée et je ne trouvais rien qui me permettait de faire ça dans le dans le marché du travail. Alors, j'ai dû créer ma propre entreprise, mon propre emploi pour pouvoir avoir l'horaire qui me convenait. Et ça me permet d'avoir du temps de faire du ballet ou, du yoga et d'être à la maison avec ma petite fille. Alors, il y a des choses, par exemple, comme la photographie. Des fois, je veux sortir dehors et prendre des photos, faire quelque chose d'artistique ou le faire dans une autre position, le faire en ligne ou en personne. Alors, si vous avez du mal à trouver une façon de faire les choses, l'ergothérapie peut vous aider. Les amis peuvent vous aider. PNBC peut vous aider. Mais je vous encourage à continuer, à persévérer et à ne pas rater votre vie à cause de votre douleur. Alors, j'espère
que ça, c'est une histoire assez fournie, hein. J'en ai d'autres, hein, si on a encore du temps. Je veux dire, rencontrer quelqu'un et quand on a de la douleur, là aussi, c'est de la gestion, hein. Je voudrais encourager, s'il y en a qui veulent pas vous lever et bouger avant qu'on fasse une méditation guidée, si vous voulez lever, bouger, faites-le là. Ça fait une demi-heure qu'on bouge pas. Juste, moi, je vais bouger mes épaules, un peu la tête. Je travaille pas d'habitude à partir d'une chaise, mais là, c'est ça. Et je pense, je commencerai avec quelque chose vraiment très basique. Je vais, ça, c'est une méditation très basique. C'est une méditation balai, une méditation très spécifique, qui vient d'un livre et qui parle beaucoup de méditation pour se connecter avec soi-même. Et je vais faire aussi une méditation plus légère là-dessus. Alors, mettez-vous dans une posture confortable. Vous n'avez pas obligé de fermer vos yeux pour que la méditation fonctionne. Si ça ne fonctionne pas pour vous, vous gardez les yeux ouverts, hein. Mais je vais lire, à partir du début, je vais lire de livres et je vais lire au travers de la méditation. Si vous voyez que j'ai les yeux fermés, non, je ne dors pas, je médite. Tout le monde est prêt? Voilà. Alors, alors, respirez par le ventre. Ça, pour ceux qui l'ont déjà fait, euh, si vous gérez de la fatigue en plus de la douleur, alors il faut vraiment travailler avec sa respiration pour vraiment travailler sur son corps et apporter du mouvement. Et je le fais même les jours où je peux même pas me lever pour aller aux toilettes. Quand les choses marchent, quand tout ne fonctionne pas, je recommence une respiration ventrale et ça aide vraiment. Alors, si ça fait du bien, maintenant, si vous vous sentez bien, fermez vos yeux et remarquez que si vous respirez, pour ceux qui ont de la douleur, retenez votre souffle. Alors, durant cette méditation, je vais vous présenter à votre respiration et comment vous centrer. Je vais vous guider à respirer, expirer, inspirer. On inspire, on expire et on se détend. On se sent calme, on respire tranquillement. À chaque respiration, on essaye de suivre le rythme de notre respiration. C'est peut-être la première fois que vous respirez aujourd'hui. Alors, mettez une de vos mains sur votre sternum, un peu au-dessus, et, et votre autre main peut-être sur votre ventre, si c'est confortable. Et remarquez en tant qu'observateur, quelle partie de votre corps bouge. Ça peut être que le haut, peut-être c'est seulement votre ventre, c'est peut-être les deux. Avec chaque respiration, il faut essayer de mettre son esprit dans sa main droite, suivre son mouvement. Alors, je vais parler un peu plus fort. Quelqu'un m'a dit que je parlais pas assez fort. Excusez-moi. On inspire doucement, ensuite on expire. On veut sentir ce mouvement avec cette main. Ça n'a pas besoin d'être un gros mouvement. Et je vous invite à vider vos poumons. 3, 1, 2, 3. Et ensuite les remplir encore une fois. 1, 2, 3. Et encore une fois, expirez. 1, 2, 3. Parfait. Faites ça encore en quelques cycles. Avec chaque inspiration, pensez à votre main droite et quand vous expirez, sur le mouvement de cette main. Une respiration calme, basse, facile. S'il y a des pensées qui émergent, alors c'est normal. Revenez
dans votre corps. Imaginez-vous assise ou assis pendant une belle journée ensoleillée dehors et vous regardez le ciel est bleu. Il y a juste quelques petits nuages qui passent. Ils passent, les nuages, et donc votre concentration revient comme ce ciel. Vos pensées remontent. Alors vous pouvez mettre ces pensées dans ces nuages et les laisser passer, et à chaque expiration, vous soufflez, vous enlevez ces nuages du décor. Toujours vous revenez à cette respiration lente, vous revenez à votre corps. Ensuite, le rythme de ma respiration ventrale est plus facile. Moi, je ne retiens pas ma respiration. Moi, je vous demande de respirer normalement au travers de ceci. Je vous invite encore une fois de fermer les yeux si vous vous sentez. C'est parce qu'on va faire une invitation à la lumière. Alors, si vous fermez les yeux, alors, cette prochaine respiration, c'est de l'amour pour vous. Imaginez cette respiration qui rentre dans votre nez, qui rentre dans votre corps, qui descend autour de votre taille. Et c'est une énergie rougeâtre autour de votre bassin. Alors essayez de ressentir cela. Et ensuite, la prochaine inspiration, essayez d'imaginer une couleur orange, brillante, et invitez cette couleur. Amenez cet orange en inspirant dans votre corps plus profond, autour de votre ventre. Et on inspire tout ça, on le respire. Prochaine inspiration, on va inviter la couleur jaune. On l'amène à l'intérieur, autour de la zone ventrale, autour du nombril. Sentir cette énergie dorée qui rentre dans votre corps. Encore une fois, on inspire. On va aspirer la couleur verte. On l'inspire dans tout le corps. Vert, c'est une couleur qui apaise, qui guérit. Et maintenant, la prochaine inspiration, la couleur bleue. Et vraiment, que cette couleur bleue reste autour de votre gorge, vraiment un beau bleu magnifique qui rentre dans votre corps. C'est parfait, faites ça, c'est ça. Prochaine inspiration, la couleur pourpre qui va se placer autour des yeux, autour du haut du crâne, tout autour. Si on prend un peu de temps pour sentir toutes ces couleurs dans votre corps, vous pourrez peut-être pas sentir les couleurs et respirer seulement, mais c'est bien. Continuez. Les dernières inspirations, là, on va inviter toute l'énergie de l'arc-en-ciel, toutes ces couleurs que vous avez invitées, du haut de la tête jusqu'à votre nez, vos épaules, votre poitrine, votre bassin, vos jambes, vos genoux, jusqu'à vos orteils. Et vous commencez à sentir cette énergie colorée dans tout votre corps et ça vous apporte un peu de réconfort. Alors encore quelques respirations avant que je vous ramène dans la pièce. Vous pouvez revenir à ces couleurs quand vous voulez, quand vous sentez que votre corps a besoin de, d'un peu d'être rafraîchi, invitez ces couleurs. Quand vous êtes prête à revenir, secouez un peu vos orteils, ouvrez tranquillement vos yeux et revenez. Ben, bienvenue. Alors, Chuis, comment tu te sens, Thérèse? Je n'avais jamais fait de méditation colorée avant cela. Moi, j'aime beaucoup la méditation. Moi, j'aime quand c'est court. Je pense que des petites gestes comme ça de quelques minutes, et ça peut être très, très bon. Il n'y a pas de pression.
c'est tout ce que vous faites juste respirer, vous l'avez quand même fait. Si vous sentez un peu de guérison au travers de la journée, c'est parfait. Moi, je trouve que ça aide énormément. Je me souviens quand on, on m'a, j'ai rencontré mon docteur familial et que j'ai parlé de douleur et comment ça allait, on allait pouvoir traiter ça. Et il m'a recommandé d'aller faire rencontrer un groupe de méditation dans un programme. Et honnêtement, je me suis dit, où il se moque un peu de moi, il ignore ce que je dis, puis il m'envoie un peu n'importe où. Mais honnêtement, c'est une des choses les plus formidables que j'ai pu faire. Et je l'utilise encore maintenant pour dormir tous les soirs. Je, je l'écoute quand des fois, j'aime avoir faire une petite sieste l'après-midi. Ça dépend si j'ai bien dormi la veille. Je vais prendre un petit somme, j'écoute une méditation. J'en fais une pendant que je marche. S'il y a tellement de façons de l'incorporer, et c'est juste être dans le moment présent, maintenant, et on ne s'occupe pas du reste, parce que tout ce que j'ai est là, maintenant, dans cet instant-là. Et ça aide, oui, sincèrement, parce que euh, j'arrive à gérer les prochaines 5 minutes après. Euh, Si on respire, on revient à soi. Quand j'ai pensé à ça, quand j'ai écrit ça, j'ai écrit un peu mon historique médical, parce que j'ai l'habitude, à chaque fois que je rencontre un médecin, je raconte toute ma vie et mon dossier médical quelque part. Et le côté légal avec mon avocat, avec 8000 pages de dossier médical, qui veut le lire, qui veut passer au travers de cela? Donc, elle s'est tue tout de suite quand je lui ai dit ça. Donc, on veut, tu veux vraiment avoir ça tout le temps avec toi, ton passé que tu charries avec toi? Non, mais pas toujours, mais être ici, être présent dans son corps comme un rappel de soi, parce que on est plus que notre corps, mais de se replacer dans son corps au travers de la respiration, de rentrer dans son corps et, et pouvoir aller de respiration en respiration, ce moment de pleine conscience, c'est très important. Et donc, moi, ça m'a pris plusieurs années pour me mettre dedans, mais maintenant j'ai 40 ans et je le fais. Et c'est un long cheminement, mais c'est ça. Ben, initialement, moi, j'étais fermé d'esprit par rapport à ça au départ. Je me suis dit, je rentrais dans une sorte de culte ou une secte, la méditation. Ouais, on s'est dit, oh, c'est des prières. Mais non, non, la pleine conscience, c'est juste faire un rappel de soi, revenir au moment présent et ne pas juger notre corps quand il fait mal. On juge notre corps on le critique parce que il ne se répare pas assez vite, il guérit pas aussi parce qu'on a de la douleur. Il y a tellement de on s'attaque nous-mêmes par rapport à la douleur. Et donc, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que le travail de respiration m'a vraiment aidé à essayer de, de, de- de pardonner mon corps et faire de la méditation plus légère et d'imaginer des nouvelles choses qui peuvent rentrer dans mon corps. Alors pourquoi pas guérir comme ça, quoi. Mais je pense que si on, si on peut arriver à un certain niveau d'acceptation, c'est pas comment c'était, mais, mais c'est pas si mal là maintenant. Je peux, euh, je peux faire ce que je veux aujourd'hui ou dans 5 minutes, ou 10 minutes, pendant 10 minutes, j'y arrive. Hein. Et je pense que ça, pour méditer, ça aide, ça vous ramène au moment présent, hein, ça fait un rappel de ça quand on est frustré, parce que notre douleur nous submerge et on est fatigué par sa propre fatigue. Et je trouve que la fatigue, c'est pire que la douleur. Moi, la douleur, je peux en prendre, mais la fatigue, vraiment, ça me rend dingue quand, quand on essaye de faire quelque chose et savoir qu'on n'a pas l'énergie pour la faire,
Non, absolument. Et où est-ce que tu vas aller chercher cette énergie quand on n'en a pas et quand on prend des médicaments qui vous enlèvent toute votre énergie? Comment faire? La respiration, c'est très important. C'est la façon la plus facile, c'est le mouvement le plus simple, le plus facile. Pour moi, surtout avec euh, j'ai eu beaucoup de problèmes au niveau des côtes par rapport à mes accidents. Les respirations, ça faisait très très mal de respirer avec des traumas au niveau de mes côtes. Donc, j'ai essayé de le voir différemment et essayer de m'entraîner de façon plus intentionnelle. Il y a tellement différents types de respiration. Puis aussi, ça peut déclencher des choses, la respiration. Parce que si on bouge et qu'on fait quelque chose qu'on aime, par exemple, bon, la danse, ça marche pour moi. On peut on peut danser, hein. La plupart des chansons durent 3 minutes. Mettez une chanson, bougez dans votre maison. Même si c'est pas une danse terrible, personne vous voit. Moi, si mes voisins voient, je m'en fiche. Je le fais avec mon fils pour se réveiller, pour se secouer un peu. Maintenant que j'ai mal, mais j'apprécie beaucoup le mouvement. Et avant, je préférais ne pas bouger. Donc, vraiment, c'est un travail à faire. Ça aide à respirer. Si on chante, ben là, on respire beaucoup, forcément. Donc, ça, c'est aussi, c'est pas obligé que ça soit silencieux. Je peux pas. J'ai encore des applications qui sont gratuites qui peuvent aider pour la respiration parce que c'est du sorte de chronomètre. Mais il y en a un qui s'appelle One Moment Meditation. C'est peut-être c'est un petit cartoon qui respire avec vous pendant un certain laps de temps. Puis l'autre, c'est Breather, qui ont été faits par des membres du service de santé, des travailleurs, et qui ont travaillé avec des gens qui gèrent la douleur. Moi, je trouve que ça aide pour la douleur. Et ils s'en fichent de notre âge, hein. L'âge n'est pas important. Moi, j'ai essayé différentes choses pour différents types d'âge, et il y avait un petit cercle par rapport à la respiration, parce que je pense que beaucoup ont de l'anxiété quand ils ont de la douleur. On n'est pas très calme quand on a mal. Donc, s'il y a quelque chose qu'on peut regarder qui suit notre respiration, ça peut aider. Et peut-être aussi aller faire une petite marche, faire un petit mouvement que vous ressentez qui vous font du bien, mais peut-être que vous êtes en train d'inviter, ça vous invite peut-être à la danse dans votre journée. Oui, tu pourrais partager ça. Ça va être dans la section de d'exhibition, de l'exposition. On va regarder ça. Nous avons beaucoup de gens pourront voir des choses qui vont leur parler. Il y a Jenny qui a dit, Jenny Loca, elle est aussi membre du comité Flares and Brain Fog. C'est vraiment, je peux vraiment, je vous comprends, on est sur la même longueur d'onde, vous êtes entre amis ici, hein, on vous comprend, on vit la même chose quelque part. Merci, je n'ai jamais fait cela avant. Maintenant, je dois trouver un livre de yoga pour débutants. Pour commencer, ben, on va vous aider. Ça, c'est venez de... Ah, là aussi. De parler trop de son historique médical. Moi, ça me traumatisait toujours de charrier ça avec moi. Ah, désolé. Ah, je le vois. Trop traumatisant de partager cette histoire et de venir au présent, au jour le jour. Ça m'a aidé à avancer, d'être dans le présent, accepter mon corps et d'une manière paisible et sans juger mon corps. Moi, je me disais, j'ai pas toujours envie de raconter tout ce qui m'est arrivé parce que peut-être qu'eux, ils vont se sentir encore plus mal finalement. Donc, je vais avoir une crise de parler toute cette douleur, mais trouver un moyen de faire des choses, même si la douleur est toujours là, présente, et essayer de s'en débarrasser complètement, ça m'a pris des années pour. Moi, j'ai essayé de me débarrasser de toute la douleur, puis après, je me suis dit, bon, ben, la douleur, tu vas rester avec moi, tu vas aller au ballet, tu vas aller. Euh, si je peux pas danser plus de 20 minutes ou bouger plus de 20 minutes, eh ben c'est comme ça, c'est comme ça. Dans ces différents cours, je vais mettre les chaussures et si j'arrive à durer 5 minutes dans le cours et pas plus, ben voilà, c'est comme ça, j'ai pas pu publier. La première fois, j'ai juste réussi pendant 20 minutes et j'avais besoin de glace. J'ai dû prendre des médicaments, j'ai pris tous mes médicaments, j'en pouvais plus. Mais avec le temps, j'ai pu rester plus longtemps. Et plus j'essayais. Et, et je l'ai vu en me disant, Kat, tu vas aller à la danse, c'est tout. On y va ensemble. Avec la douleur, ça en fait partie. Je veux dire, c'est quelque chose que je déteste, mais non, elle va m'accompagner, c'est tout. Alors j'aime bien ta façon
dire que si je peux pas faire ci, je peux faire de la photographie. Si je peux pas danser, je peux chanter. J'aime bien ça. Je trouve ça très proactif et c'est vraiment inspirant euh, que tu partages ça avec nous aujourd'hui. Vraiment, ça, c'est très, très bien. Oui, on est tellement dur avec soi-même. Et il faudrait être un peu plus doux et reconnaissant vis-à-vis de soi-même et moins dur avec soi-même. Ah, quel beau commentaire, j'en vois un de Liane. Et si, comment partager votre historique médical? Est-ce que tu as des conseils? Comment on peut le faire pour rentrer trop dans les détails? Comment est-ce que tu as des conseils? Moi, je pense que j'allais pleurer aujourd'hui quand j'allais parler de ce qui était arrivé. Je travaille avec un thérapeute depuis des années et je lui ai envoyé un texto. Et, et je dois parler dans une conférence, je dois raconter ma vie. Elle m'a C'est la première fois. Donc, je parle un peu de mon historique médical en public. Je ne partage pas ceci avec les clients, hein. J'ai 87 personnes avec il y a juste une dizaine avec des milliers de personnes avec lesquelles j'ai interagi. Je ne m'ouvre pas à n'importe qui pour des choses qui étaient. Mais d'habitude, en tant que thérapeute, on ne veut pas que les gens s'inquiètent pour notre santé à nous. Donc, alors, peu importe le nombreuses personnes que j'ai vues qui me parlaient de douleur, je me disais, moi, je pense que c'est moi qui vais aller aux urgences tout à l'heure. Je me suis dit, moi aussi, je le ressens aussi. C'était lourd, c'était difficile c'était difficile de travailler là au début quand j'avais plus de mal et que j'étais encore plus blessé. Mais une fois que j'avais un peu plus guéri, c'était plus facile de travailler avec cette population-là. Mais ça a pris du temps. Et en partageant mon historique médical, il faut penser le praticien à qui vous parlez doit le savoir. Et l'écrire, ça peut être bien, parce que bien sûr, la brume cérébrale, ça arrive quand on a de la douleur, on ne peut pas réfléchir. Et donc, alors, avoir peut-être un papier sur lequel on écrit, euh, moi, je leur donnais carrément un courriel et je leur donnais tous les risques. Beaucoup de médecins, pendant l'examen, disaient, j'ai pas lu, je connais pas vraiment le dossier, est-ce que vous pouvez le lire? J'ai dit, mais moi, ça fait 8 ans d'années, vous auriez dû faire vos devoirs, quoi. Faut que je vous raconte tout. Alors, moi, je fais mes devoirs. Moi, je vérifie toujours parce que je sais que ça peut être difficile pour les gens de parler de ce qui leur est arrivé, une fois la première fois qu'ils me rencontrent, même remplir les documentaires. Les documentaires, on peut se sentir horrible quand on le remplit un peu. Donc, mon meilleur conseil, c'est commencer là où vous en êtes et là, reculer. Si vous commencez du début, là, c'est dur de savoir où est-ce qu'on s'en rend. Mais comment je me sens aujourd'hui quand vous parlez au médecin et vous dites, je suis en train de gérer ci et de gérer ci et cela. Puis là, vous reculez, puis vous dites, je me suis fait mal ici. Et là, quand vous reculez, c'est déjà peut-être plus facile. Et même, les émotions remonteront peut-être moins. Si vous avez besoin de pleurer, bon, ben, pleurez. Les médecins ont l'habitude quand même, ou les praticiens ont l'habitude. Mais donc, le meilleur conseil, c'est commencer où vous en êtes et reculer. Et ne faites pas l'inverse de commencer au début et de revenir jusqu'à maintenant. Alors, euh, a dit que j'ai des migraines journalières, j'ai des douleurs au cou. Est-ce que ça s'applique aussi, ce pratique d'aller au-delà de la douleur? Est-ce que ça s'applique aussi? Non, non, pas si c'est une migraine. J'en ai des migraines par rapport à des conclusions que j'ai pu avoir. Euh, ça Il y a des niveaux de mal de tête où on peut encore faire des petites choses. Il y en a qui arrivent à travailler avec un petit mal de tête, mais il faut faire ce que l'on sent. C'est pour ça que des fois la respiration et des mouvements peuvent aider. Mais pour moi, personnellement, aller m'oxygéner, ça me fait du bien. Aller sortir dehors quand j'ai vraiment mal à la tête et je triche. Et je mets une casquette de baseball pour que la lumière ne m'arrive pas directement sur les yeux et des lunettes de soleil. Et ça, on dirait que ça m'aide à bouger un peu. Mais ça vient des zones du corps pour des gens qui viennent de leur cou de leur tête, c'est pas une mauvaise idée d'avoir des praticiens dans votre équipe qui peuvent vous aider au niveau des traitements quand vraiment ça commence, quand vous avez une poussée de douleur ou ça vous est un physiothérapeute ou autre, euh, aussi de bourrer votre corps de manière douce et délicate, mais pas pousser trop. Parce que si vous avez mal, votre cerveau est intelligent. Il va vous dire non, 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 s'il y a de la douleur. Donc,
Peut-être quand c'est une douleur médium ou un peu basse, pourquoi pas. Mais si c'est très douloureux, ben non, reposez-vous. Je veux dire, si vous avez très mal, c'est normal. Il y a des choses, il faut attendre. Des fois, il faut être patient. Et il faut avoir. Et puis aussi l'art d'annuler certaines choses, hein, c'est comme ça. Puis on pourra en parler un jour de plein de manières délicates ou d'annuler certaines choses. Et- Alors j'aime le fait que tu admets que l'exercice n'est pas pour tout le monde. Merci, parce que je veux pas culpabiliser ou avoir honte. Non, c'est sûr. Oui, oui. Est-ce qu'il y a de l'expérience de gens par rapport à la douleur chronique et qui cherchent du soutien? Non, moi, par rapport à mon poids, par exemple, j'ai perdu 65 livres depuis 2 ans et demi et c'était très, très lent. Donc, parce que je, je me sentais énorme au début, mais la marche à pied a été très importante parce que toutes mes jointures me faisaient très mal, surtout avec le poids en plus que j'avais. Mais la plupart des praticiens disaient, ben, perdu du poids. Ben oui, merci. Alors, je pense que d'aller voir un naturopathe et qui peut peut-être mieux comprendre le fonctionnement des hormones et la cortisol, ce que l'on pompe des fois dans le corps quand on a de la douleur, ça peut être important. Des diététiciens peuvent aider. Beaucoup de travail en ligne, donc on n'est même pas obligé d'aller les voir. Et c'est couvert aussi par l'assurance médicale. Il y a certains programmes dans des centres communautaires aussi. Et je recommande Pain BC pour ceux qui ont accès. Il y a il y a donc une ligne de téléphone pour soutenir et ils connaissent tous les services, les gens qui répondent. Et ils pourront peut-être vous indiquer le bon endroit ou le bon. Ça peut peut-être aider. Moi, je pense que personnellement, pour moi, je me suis entraîné tranquillement à la maison euh, parce que je voulais pas que les gens me voient. Et éventuellement, je me suis senti mieux, mais c'était un long processus, hein, un long cheminement. Ben, je pense qu'on est arrivé au bout de notre temps. Merci, Kat. C'était vraiment une belle conversation. C'était très bien d'apprendre à te connaître. Merci pour tes réponses honnêtes, ta candeur, vraiment. Merci. Je vois qu'il y a d'autres questions et je, les gens peuvent m'écrire des courriels s'ils ont des questions. Je suis des fois un peu lent pour répondre parce que je travaille pas à temps plein, mais envoyez-moi des messages et j'essaierai de vous répondre. Euh, Je ne suis pas vraiment quelqu'un qui est sur Instagram. J'y suis, mais bon, vous pouvez m'envoyer des messages, mais vraiment le courriel, c'est la meilleure manière, hein. Si vous avez des commentaires ou des questions, je ferai de mon mieux pour répondre, si je peux répondre, bien sûr, hein. Ben, merci vraiment.